Bonjour, c'est le retour de la vidéo du confinement gesticulé et de l'arpentage des révolutions. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la révolution des jeunes turcs en 1908 et dans ce qui restait de l'Empire ottoman. Mais avant, je voulais vous parler du 1er mai. En fait, je voulais même poster cette vidéo le 1er mai et c'est complètement raté. Mais j'ai eu la flemme, très clairement, j'ai rien foutu. Et je voulais vous parler du 1er mai parce que je me rends compte que à travers ces vidéos et les questions que les gens posent ou les remarques que les gens font, à quel point en fait on est dépossédé de notre histoire sociale. On manifeste le 1er mai ou on manifeste pas, ou on regarde la manif du 1er mai sans même des fois savoir exactement pourquoi. Évidemment, on nous enseigne pas à l'école pourquoi le 1er mai a été décrété en 1889 par l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. La journée des travailleurs, pourquoi il y a eu des morts quelques années avant, parce que en fait les syndicats aux États-Unis avaient fait du 1er mai une journée où ils avaient dit bah tiens, ce jour-là on fera grève et on réclamera les 3-8. 8 heures de dodo, 8 heures de loisirs, pour voir ses proches, les siens, ses amis, etc. Et 8 heures de travail. Et donc c'était ce projet des 3-8 qui occasionnait une lutte qui avait commencé un 1er mai. Et on demandait aux gens, en fait, après 8 heures de travail, d'arrêter de se mettre en grève. Et en fait, les premières années, ça s'est bien passé, sauf qu'en 1886, à Chicago, les gens n'ont pas voulu s'arrêter. Et à un moment donné, il y a une bombe qui a explosé et ça fait 7 morts parmi la police. Et donc, il y a eu l'exécution de 5 syndicalistes qu'on appelait les martyrs de Chicago. Et à partir de là, la première internationale a décidé que le 1er mai serait le symbole des travailleurs et donc a continué à faire cette revendication des 3-8. Mais sauf que évidemment, c'était une internationale, hein, le mouvement marxiste, le mouvement communiste, anarchiste se développait partout dans le monde. Et donc il y a eu des suites. Et en France, il y a eu des suites qui ont été à chaque fois sanglantes, avec des années où les manifs se passaient normalement et puis des fois où on ne sait pas pourquoi. Hein, c'était à Fourmies dans le Nord en 1891 où il y a eu 9 morts parce que sans raison on a décidé que c'était pénible, tous ces gens qui manifestaient. En 1906, il y a une grosse manifestation. Et à Fourmies, il y a encore 2 morts, alors que c'est juste après, pas à Fourmies, à Courrières, juste après le drame de Courrières, le 1er mai 1906, il y a des morts encore. Et régulièrement, comme ça, le 1er mai est l'objet de répression violente. La journée de 8 heures est installée en 1919 finalement. À partir de 1936, le 1er mai est extrêmement massif, extrêmement suivi. Et le 1er mai 1936, il va y avoir des usines qui vont débrayer pour continuer la lutte et donc qui va occasionner le grand mouvement populaire de 1936. Et arrive le régime de Vichy qui va récupérer cette date, qui est éminemment populaire, pour en faire la journée de la valeur du travail et de la concorde sociale. Il va remplacer, alors à l'époque, on mettait le muguet, mais on mettait aussi surtout l'églantine, une fleur rouge, bon, un peu trop rouge, donc du coup on va officialiser le muguet. Historiquement, en fait, les fascistes ont toujours tenté de récupérer le 1er mai aux travailleurs. Il y a toujours une bataille entre les syndicats et les fascistes sur cette date-là. Et on le voit avec le Front National qui a fait du 1er mai avec Jeanne d'Arc, etc. aussi une date importante pour eux. Mais partout dans le monde, le 1er mai reste quand même principalement la journée des travailleurs. Et la journée des travailleurs est donc une journée qui commémore la lutte et le martyre des syndicalistes de Chicago en 1896. Voilà pourquoi cette date est aussi importante.
Et voilà pourquoi peut-être on pourrait non seulement se réapproprier cette histoire en se disant tiens, bah, le 1er mai prochain j'irai parce que quand même il y a quelque chose à faire, mais du coup il y a quelque chose à faire, quoi. C'est pas juste commémorer un truc, c'est vraiment avoir des vraies revendications, et même en fait pas des revendications, quoi, se dire que le 1er mai ça peut être le vrai moment de se bouger, de trouver collectivement la forme de l'avènement d'une autre société. Donc voilà, ça me paraissait, puisqu'on réfléchit tous au monde d'après, et puis que là on parle des révolutions, je trouvais bien de commencer cette petite vidéo sur les jeunes turcs par le 1er mai, d'autant plus que c'est à peu près à la même époque que se forge l'histoire de la révolution des jeunes turcs. Alors autant vous dire que j'y connais rien, je ne connaissais pas du tout cette révolution, j'avais vaguement entendu parler d'Atatürk, voilà. Et en fait je découvre, donc je vais beaucoup lire mes notes, mais j'ai découvert un truc qui m'a permis de mieux comprendre à la fois les courants idéologiques du bassin méditerranéen, que je ne connaissais pas du tout, qui du coup sont à l'œuvre aussi encore aujourd'hui avec les printemps arabes qui ont eu lieu en 2011, et jusqu'à maintenant, tout ce qui se passe dans ces pays-là. Et ben en fait, c'est des courants idéologiques qui sont forgés fin 19e, et qui sont propres aussi à la vie de l'Empire ottoman, qui à l'époque couvrait des États, les peuples arabes, l'Arménie, tout le Moyen-Orient, et puis j'allais dire chez les Balkany, jusqu'aux Balkans. Voilà, je suis un peu fatiguée en fait. Voilà. Alors bref. Donc ça commence, la révolution elle a lieu en 1908, hein, c'est là qu'ils vont abolir le sultanat, remettre en place la constitution qu'ils avaient réussi à obtenir, que les jeunes ottomans à l'époque avaient réussi à obtenir avec d'autres en 1876, pardon, la constitution de 1876. En fait, donc le mouvement des jeunes ottomans, ça prend ses racines dans les années 1850, avec des gens qui sont quand même très marqués par la Révolution française et les Lumières, voilà. Et régulièrement, liberté, égalité, fraternité, c'est une devise qu'on entend dans les différents moments de la Révolution des jeunes Turcs. Et d'ailleurs, au moment où va se passer en 1908 les mouvements qui vont conduire à l'abdication du sultan et à la remise en place de la constitution de 1876, ils vont choisir des dates symboliques comme le 14 juillet en référence à la Révolution française. Donc ils sont marqués par ça. Alors, le mouvement des jeunes Turcs. Donc, dans les années 50, les jeunes ottomans, un mouvement politique avec des grandes utopies révolutionnaires, nourries par un contexte qui est celui de l'affaiblissement de l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'en fait, les Arméniens, les peuples des Balkans, dans différents lieux, il y a des revendications nationalistes, de gens qui ne veulent plus faire partie de cet empire. Et alors ça va être aussi un truc fondateur qui m'a permis de comprendre mieux ce que c'est aujourd'hui que le nationalisme turc. En fait, le mouvement jeune ottoman, qui ensuite deviendra le mouvement jeune turc, se nourrit aussi de l'idée qu'on peut constituer un empire avec tous ces peuples, avec toutes ces langues, avec toutes ces confessions, mais en respectant, en mettant en place l'égalité. Et donc en fait, il y a dans les sources de la révolution des jeunes Turcs, il y a aussi cette idée de garder les frontières, garder l'empire. Et donc ce qui va être de plus en plus compliqué, d'abord parce que en externe, l'Europe et la Russie et l'Empire perse qui renaît vont attaquer régulièrement les frontières, et parce qu'en interne, il y a des tas de peuples qui ne veulent plus, voilà, et qui ont des revendications nationalistes avec des mouvements importants et tout. Donc c'est dans ce contexte, et puis le fait aussi qu'à l'intérieur de l'Empire, il y a des réformateurs. Il y a des tas de gens qui disent, en fait, pourquoi on continue comme ça avec ces trucs traditionnels et tout, et donc ils veulent concilier les traditions et une certaine réforme
une certaine modernité. Alors, liberté, égalité, fraternité, c'est donc vraiment cette idée de faire cohabiter plusieurs nationalités dans un même empire. Il y a également le mouvement franc-maçon qui arrive, qui est là, et qui va beaucoup permettre à ce mouvement des jeunes ottomans de se constituer, avec par exemple la Loge du Progrès à Istanbul, qui à l'intérieur de cette loge, il y a des Grecs, il y a des Turcs, hein, et ils prônent ensemble un humanisme au sein d'un même empire. Alors, que passo, la Constitution de 1876, elle est liée au fait qu'il y a eu des insurrections en Crète, en Bosnie, en Herzégovine, en Bulgarie. L'Empire a besoin d'une aide financière qui va venir de la Russie, et donc les réformateurs poussent le sultan à la démission. Donc il y a un nouveau sultan et une commission constitutionnelle dans laquelle on va trouver par exemple le fameux Kemal, qui va et donc avec des jeunes ottomans qui sont là dans cette commission constitutionnelle. Alors c'est la garantie du droit de tous les cultes, du droit de pétition, de l'égalité devant la propriété et devant la loi, et de l'accès à tous aux emplois publics et d'un parlement. Et donc même si le sultan nomme les ministres et a un droit de veto sur le parlement, il y a un parlement qui est là. En 1878, le sultan, à la faveur de la guerre qui a lieu avec la Russie, va décider de suspendre cette constitution. Et en fait, ça va générer la radicalisation du mouvement des jeunes ottomans et qui n'auront que ce mot d'ordre principal, le retour à la constitution de 1876. Du coup, les jeunes Turcs vont se constituer avec la mémoire de cette constitution face à un pouvoir autocratique du sultan qui se raidit et à la montée des périls extérieurs avec donc des puissances extérieures qui attaquent l'Empire ottoman. Parallèlement, il y a dans notamment les académies militaires et dans l'armée, il y a des classes moyennes qui commencent à arriver, qui ont des envies de réforme. Et le 14 juillet 1889, en référence à la Révolution française, des étudiants de l'école militaire de médecine refusent de crier « Vive notre souverain !» Et là, il y a le monsieur qui s'appelle Ahmed Riza, qui va à Paris pour le centenaire de la Révolution, et qui va y rester, qui va organiser la résistance au sultan et la structuration du mouvement jeune turc depuis la France. Donc, le retour de la Constitution et la lutte contre le sultan, et donc ça va forger un mouvement qui, en février 1902, va se constituer à Paris, avec donc comme premier président de ce mouvement Ahmed Riza, et qui va recruter largement dans les milieux militaires. Et il y a trois branches, trois courants dans ce mouvement des jeunes turcs, qu'on retrouve en fait aujourd'hui encore à l'œuvre. Et donc c'est vraiment les trois courants qui structurent encore aujourd'hui les modes de pensée politique du bassin méditerranéen. Donc on a une aile qu'on appelle turquiste nationaliste, qui est pour un État fort, centralisé, et qui est garant de son intégrité territoriale. Il y a une aile occidentaliste libérale qui recrute plutôt dans les milieux intellectuels et moins dans les milieux militaires comme le courant turquiste nationaliste, qui est très en faveur des minorités nationales, qui est pour un État décentralisé et débarrassé des traditions musulmanes. Et puis il y a un troisième courant, islamo-ottomaniste, qui lui recrute plutôt dans les élites traditionnelles et religieuses et qui cherche à concilier tradition et modernité. En 1907, donc, tous les courants existants fusionnent pour créer le comité Union et Progrès. Le 14 juillet 1908, encore une fois, il y a une mutinerie. Et le 23 juillet à Monastir, le comité Union et Progrès
proclame unilatéralement le rétablissement de la Constitution de 1876, pardon. Le sultan se soumet. Et là, en fait, ce qui est constaté par les historiens, c'est une grande liesse populaire, la création de plein de partis politiques, de plein de journaux, des prises de parole publiques constantes. Enfin, il y a une vraie effervescence autour de ce retour de la Constitution. Alors, qu'est-ce que les jeunes Turcs, une fois qu'ils sont au pouvoir, vont faire? Ils vont moderniser la société, alors à la fois par des réformes agricoles et urbaines, et industrielle, la sécularisation de l'État, l'émancipation des femmes, avec la laïcisation des écoles et des tribunaux, des écoles pour filles, et la liberté de la presse. Donc quand même des avancées considérables. Néanmoins, une fois qu'ils sont au pouvoir en 1908, eh ben, ils n'arrivent pas du tout à empêcher le grignotage territorial des guerres internes et externes qui sont à l'œuvre. Et donc, il y a un séparatisme de pays arabes, de l'Arménie et des Balkans, qui fait qu'en fait, ils n'arrivent pas du tout à maintenir l'empire tel qu'il était. Ce qui fait qu'en 1913, alors qu'il ne reste quasiment plus rien de cet empire et qu'il est totalement démembré, il y a un coup d'État militaire et contre-révolutionnaire qui va imposer un triumvirat au pouvoir et qui va s'engager d'abord dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, dans la guerre de 14-18, et qui abandonne la Constitution et va se mettre en fait dans une espèce de fuite en avant terrible. Qui va générer le fameux génocide arménien et un nationalisme turc extrêmement important. En 1920, c'est le général Mustafa Kemal Atatürk qui va prendre le pouvoir et qui va instaurer à partir de 1923 une république de Turquie qui renoue avec certains idéaux des jeunes Turcs. Le kémalisme, on va l'appeler comme ça, s'inscrit dans le turco-nationalisme avec un mélange de modernisme volontariste, une laïcité très intransigeante et une politique éducative importante qui se revendique révolutionnaire et extrêmement nationaliste. Alors en 2002, l'AKP qui prend le pouvoir, c'est vraiment au contraire l'héritage de l'islamo-ottomanisme. Et à partir de 2011, donc, les révolutions arabes ont réactivé tous les débats de la révolution, tous les débats qui ont, pendant 50 ans, occupé les jeunes Turcs et les jeunes Ottomans, puis les jeunes Turcs, et puis qui ensuite ont continué à être à l'œuvre avec la contre-révolution. Et notamment la question de la place de l'islam dans tous ces mouvements d'émancipation populaire qui est une question récurrente et donc très actuelle. Voilà, donc c'était ce que je pouvais vous dire sur la révolution des jeunes Turcs. J'espère que c'était pas trop décousu parce que vraiment je connais mal tout ce sujet et donc j'ai essayé de retranscrire aussi fidèlement que possible ce que j'en ai compris. Si jamais j'ai rien compris, dites-le moi. Et si au contraire vous avez appris des choses ou vous pouvez préciser des choses, n'hésitez pas à le faire. Et puis donc la prochaine révolution dont on va parler, ce sera celle d'Espagne, la révolution rouge et noire. Voilà.